Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour parler d'un livre qui s'appelle Arrête d'embêter ton frère, laisse ta sœur tranquille, écrit par Elisabeth Crary. C'est un livre sur la résolution des conflits qui peut intéresser les gens qui sont parents d'une fratrie, mais aussi ceux qui sont parents d'un enfant unique, tout simplement parce que votre enfant va être en contact avec d'autres enfants et que vous allez avoir des problèmes tout à fait similaires. Donc je me suis dit que c'était intéressant pour tout le monde de présenter ce genre de bouquin, sauf que celui-ci en particulier m'a pas transporté. Je vais commencer par les points négatifs. Parce que si je finis à la fin de ma vidéo sur les points négatifs, vous allez rester sur un avis négatif et je voudrais pas non plus dire qu'il est nul, c'est pas mon idée, mais il y a des choses qui m'ont gênée. La première chose qui me gêne dans ce livre, c'est qu'il y a une méthode qui est présentée et de manière générale, j'ai un peu de mal avec les méthodes, je pense qu'il n'y a jamais une façon de faire qui va s'appliquer à toutes les situations. Donc, j'ai pas trouvé ça tout à fait pertinent pour moi, c'est pas quelque chose que je compte appliquer, mais je dois reconnaître que ça peut sans doute aiguiller les parents qui sont un peu perdus, qui savent plus comment s'y prendre, par quel bout prendre le problème, à trouver un fil conducteur qui permette de décomposer chaque étape de façon à aboutir à quelque chose. Donc de sortir de nouvelles idées et de modifier ses réactions face à une situation qui se reproduit. Voilà, je dois lui reconnaître ça, hein. Forcément une méthode a des avantages, mais le principe d'une méthode me gêne et comme c'est l'essentiel du bouquin, j'ai trouvé ça très répétitif de voir la méthode s'appliquer à plein de situations, d'autant que moi, une fois que j'avais compris le truc, j'avais pas forcément besoin qu'on me le rabâche pendant autant de pages. Voilà. Deuxième chose qui m'a gênée, c'est la façon dont elle parle de la gestion des émotions, puisque je préfère toujours entendre quelqu'un qui parle d'accompagnement des émotions. Ça me perturbe parce que je pense que l'émotion, quand elle arrive, doit vraiment arriver en entier. Il n'y a pas un moment où on doit un peu la mettre sous silence, sinon elle va revenir plus tard, peut-être dans un moment où ça sera transféré sur autre chose, plus du tout approprié, etc. Je préfère que l'émotion, on apprenne à l'accueillir, à ce qu'elle vienne, qu'on l'entende, qu'elle arrive en entier, qu'on écoute, voilà, l'intégralité de ce qu'elle peut nous dire, et je pense que c'est la meilleure façon de se sentir mieux derrière, plutôt que d'essayer de la canaliser et de l'enfermer. Je dis pas qu'elle développe ça vraiment comme ça, mais en tout cas moi c'est ma perception. Quand j'ai lu la façon dont elle l'écrivait, c'est comme ça que je l'ai perçu, ça m'a dérangé. Et le troisième point qui m'a dérangé dans ce livre, c'est au niveau des récompenses. Ça fait partie des solutions qu'elle propose et elle dit que pour elle c'est acceptable à partir du moment où on récompense un acte positif et non pas pour faire cesser un acte négatif. Par exemple, votre enfant fait une crise, vous lui dites si t'arrêtes ta crise je te donne ça, elle dit non. Par contre, si jamais elle dit vous avez vu avec votre enfant que si il faisait telle chose, il aurait telle récompense, ça elle dit oui. Et bien moi je dis non, parce que je pense que c'est faire avancer l'enfant avec une carotte devant, que c'est aussi une façon de montrer notre supériorité, et j'aime pas cette, même si je vous avoue que je suis assez humaine hein, comme maman, donc je l'applique parfois, mais c'est pas ma philosophie. Même si ça m'arrive de me servir de ce genre d'appât, je ne cherche pas à m'en servir plus, je cherche au contraire à m'en servir moins. Donc ça m'a gênée. Je pense que le moins on fait avancer nos enfants comme ça, avec un but à atteindre que nous on positionne devant eux, le plus en fait ils avancent d'eux-mêmes avec un élan intrinsèque, le plus c'est intéressant pour eux, parce qu'il y aura forcément un moment où on n'aura plus rien à placer devant, parce qu'ils auront suffisamment grandi, il n'y aura plus de récompenses voilà, qui les satisferont, et donc il sera vraiment important qu'ils avancent parce qu'ils en ont envie, parce qu'il y a quelque chose voilà, de motivant en eux qui les fait aller vers un but que eux-mêmes ont choisi. Donc c'est ça qui m'a gênée. Maintenant je dois reconnaître qu'il y a une dizaine de pages qui sont relativement intéressantes au début. Pour tout vous dire, c'est entre la page 29 et la page 40. Donc cette partie-là, vous voyez, c'est pas énorme sur l'essentiel du bouquin, mais c'est cette partie-là que j'ai trouvé intéressante parce qu'en fait ça rappelle les compétences, les besoins en fonction des âges, enfin voilà, les choses qui peuvent influer aussi sur la perception pardon, que vous allez avoir du comportement de votre enfant en fonction de ses traits de tempérament. J'ai trouvé que c'était assez instructif, et puis après bah, quand elle commence à développer sa méthode, je lâche un peu, et puis tous les exemples qui prennent vraiment énormément de temps, là pour le coup j'ai trouvé ça assez redondant, mais je dois quand même vous dire que dans ces différents exemples, puisque c'est largement illustré,
vous allez peut-être retrouver des choses qui vous parlent, qui correspondent à des situations que vous avez vécues et que vous serez content de voir les différentes solutions qu'on peut y apporter, d'autant qu'elle apporte quand même pas mal de solutions, non pas en vous disant c'est comme ça qu'il faut agir, mais en vous disant dans quelle piste, dans quelle direction vous pouvez réfléchir. Par exemple, il y a une des pistes qu'elle cite très souvent, que moi j'utilise beaucoup, qui est d'éviter les problèmes. En amont, si on arrive à anticiper, soit dans son organisation, soit dans la façon dont on a prévu que les choses se déroulent, etc., eh bien il y a parfois plein de problèmes qu'on peut éviter. Et ça c'est très bien illustré dans le livre. Si c'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire, ça peut sans doute vous rendre un grand service. Soit vous pouvez aussi réagir positivement au comportement de vos enfants pour renforcer les comportements positifs, plutôt que réagir aux comportements négatifs. Ça pareil, elle l'explique très bien. Si vous soulignez les comportements négatifs, vous les renforcez. Si vous soulignez les comportements positifs, vous les renforcez, et donc vous savez lequel il faut mieux souligner. Soit vous pouvez agir sur la façon dont c'est organisé chez vous, soit vous pouvez reparler des règles, reparler des limites que vous avez choisi de définir dans votre vie, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de votre maison, etc. Soit vous pouvez donc récompenser, ça fait partie des choses qu'elle suggère. Soit vous pouvez donner l'exemple, ça aussi j'ai beaucoup aimé. La façon dont elle donne des exemples de ce qu'on peut transférer sur notre vécu d'adulte en présence de notre enfant pour verbaliser la façon dont nous, quand on se sent par exemple fâché de quelque chose, on va trouver une réponse adaptée plutôt que de balancer ce qu'on a dans les mains, se mettre à crier, à taper du pied, etc. Mais on le fait, mais pas forcément en le verbalisant. Et là, l'idée, c'est de dire en présence de notre enfant: bon, là je me sens vraiment énervée, j'ai pas du tout réussi à faire ce que je voulais, donc je vais... Et là on énonce nos solutions et notre enfant qui est à côté nous observe et il apprend en fait aussi par imitation à lui aussi trouver des solutions quand il sera dans des situations similaires. Ça c'est une piste que je trouve intéressante à réfléchir. Et puis aussi à enseigner à notre enfant des façons de faire qui sont des façons de faire différentes, parce que parfois ils n'ont pas idée de ce qu'ils peuvent trouver comme solution, donc on peut leur faire plein de propositions. L'idée c'est pas de leur dire tu dois faire comme ça, c'est juste à chaque fois en fait de leur dire tu vois il y a ça qui est possible. Par exemple, deux enfants se chamaillent pour un bâton, on peut leur dire bon vous pouvez peut-être poser ce bâton et ensemble aller en chercher un autre, comme ça vous en aurez un chacun. Vous pouvez casser votre bâton en deux, comme ça vous en aurez un chacun. Vous pouvez décider de creuser avec vos mains un trou, planter le bâton, refermer, comme ça le bâton n'est à personne, il est juste un outil de décoration dans le petit chantier que vous êtes en train de faire. Enfin, voilà, peu importe en fait les idées que vous avez, le but c'est d'en trouver un maximum pour qu'après ce soit l'enfant qui fasse son choix avec toutes les possibilités que vous lui avez données, sachant que bon, c'est Isabelle Filliozza qui a fait la préface, donc ça c'est des choses qu'Isabelle Filliozza dit aussi. Je trouve qu'on retrouve ce fil conducteur d'Isabelle Filliozza quand même présent, donc si vous aimez Isabelle Filliozza ça va peut-être vous plaire, si vous n'aimez pas non. Mais Isabelle Filliozza dit souvent qu'il faut, parmi toutes les possibilités qu'on donne à l'enfant, en mettre quelques-unes qui sont des possibilités qu'on ne souhaite pas qu'il choisisse, mais qu'on sait être des possibilités qui existent. Donc on peut aussi dire, voilà, vous voulez tous les deux le bâton, une des possibilités est aussi de prendre le bâton et de taper sur l'autre, puis de courir très vite, très loin pour que le bâton soit à toi. Est-ce que l'enfant, en entendant cette possibilité, ne va pas se dire je ne crois pas que ce soit la possibilité qui soit la mieux? Ça dépend. En fait, il peut y avoir des enfants dans certaines situations qui vont se dire bah ouais, celle-là elle est vachement bien, et ça sera du coup à nous quand même de leur expliquer que bah non, en fait s'ils veulent rester copains avec leurs copains, c'est pas la situation qui va fonctionner le mieux. Donc cette notion d'enseignement elle est un petit peu développée dans le livre, et je trouve aussi que la fin du livre est assez propice justement à la résolution de nos propres problèmes, puisqu'elle propose ensuite de prendre un truc qui nous pose question et par l'intermédiaire de sa méthode d'aller chercher des solutions qui vont nous permettre de modifier notre comportement quand la situation se reproduira. Bien sûr, on va pas forcément modifier tout de suite la façon dont notre enfant, lui, va se comporter. C'est peut-être des automatismes qu'il a dans une situation de frustration, par exemple, de toujours jeter son jouet. Peut-être que là, dans l'immédiat, c'est ce qu'il va faire spontanément. Mais nous, comment on va réagir quand il va jeter son jouet? Peut-être pas de la même façon que d'habitude.
Voilà, j'espère que ça vous inspire comme d'habitude. Si vous connaissez le livre, n'hésitez pas en commentaire à réagir, à me dire comment vous, vous avez perçu la lecture de ce livre, quel a été votre ressenti, si ça vous a été utile. Et puis, je vous retrouve bien sûr très très vite dans une prochaine vidéo.